Vendredi 22 août 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, le Bénin célèbre dans quelques jours la journée nationale à l'exposition universelle Osaka 2025. Après la conférence internationale de Tokyo, la vice-présidente du Bénin, Mariam Tchabi Talata, a effectué une immersion sur le site d'exposition universelle Osaka 2025. Le compte-rendu de la visite dans cette édition. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC a rappelé à travers un communiqué en date du vendredi 22 août 2025 aux établissements privés de formation les règles strictes encadrant leur campagne publicitaire. L'institution met en garde contre toute publicité mensongère susceptible de tromper les élèves et leurs familles. La substance du communiqué dans ce journal. Le gouvernement béninois a annoncé la reconstruction du stade René Pleven de Cotonou à l'issue du Conseil des ministres du 2 juillet 2025. À cet effet, plusieurs travaux ont démarré sur le site. Une équipe de notre rédaction est allée faire le constat. Le compte rendu dans quelques instants. À nouveau, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous avec cette livraison de l'actualité. Le Bénin s'apprête à célébrer dans quelques jours la journée nationale à l'exposition universelle Osaka 2025, offrant au public international une expérience unique et immersive, combinant patrimoine, créativité et perspectives d'avenir. Après la conférence internationale de Tokyo, la vice-présidente de la République du Bénin, Mariam Tchabi Talata, et la ministre de l'Industrie du Commerce, Alimatou Sadia Assouma, ont effectué une immersion sur le site d'exposition en compagnie des responsables du pavillon. Suivez dans cet élément les moments forts de la visite. Dès son arrivée sur le site de l'exposition, situé sur l'île de Yumeshima, la vice-présidente a été chaleureusement accueillie par les responsables du pavillon. Immersion dans l'identité plurielle du Bénin. Le trône imposant du roi Gezo force l'admiration dans cet espace diversifié du pavillon. La vice-présidente a pu constater la qualité de la scénographie, la richesse des contenus et le professionnalisme des équipes sur place. Grâce à leur chaîne de production certifiée aux normes standards et internationales telles que Global Gap, Fairtrade et... En parallèle, la vice-présidente a également marqué un arrêt diplomatique au pavillon du pays hôte, le Japon, saluant l'hospitalité japonaise et la remarquable organisation de cette exposition qui rassemble plus de 160 pays autour du thème « Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain ». Elle s'est aussi rendue au pavillon du Brésil où elle a pu apprécier les liens culturels et économiques entre les deux pays. Au terme de sa visite, Mariam Tchabi Talata Zimeyerima a signé le cahier d'or avec un message fort traduisant son constat de proximité entre le Brésil et le Bénin. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC a
rappeler aux établissements privés de formation les règles strictes encadrant les campagnes publicitaires. Dans un communiqué en date de ce vendredi 22 août 2025, l'institution met en garde contre toute publicité mensongère susceptible de tromper les élèves et leurs familles. La substance du communiqué, dans cet élément que nous propose Nancirine Fatoumi. Communiqué, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication ACT, institution de régulation des médias, chargée entre autres du contrôle du contenu des messages publicitaires, comme le stipule l'alinéa 1er de l'article 177 du Code de l'information et de la communication, porte à la connaissance des promoteurs de médias et du public ce qui suit. Conformément aux dispositions du décret numéro 2018-261 du 27 juin 2018 portant réglementation de la publicité sur les établissements privés d'enseignement supérieur, ainsi qu'à la décision numéro 2010-045/AC du 5 octobre 2010 portant réglementation de la publicité en matière d'éducation en République du Bénin, toute publicité relative aux écoles, collèges, lycées et établissements universitaires privés diffusée dans les médias doit respecter la réglementation en vigueur. À cet effet, seuls les établissements scolaires et universitaires agréés ou homologués sont autorisés à faire de la publicité pour les filières dont ils ont effectivement reçu les agréments, et ce, sous réserve du respect des conditions ci-après. Les chiffres, statistiques et informations avancées doivent être certifiés par les structures habilitées des ministères en charge de l'éducation. Toute publicité doit porter la mention vue et approuvée de la structure ayant délivré l'autorisation ainsi que le nom complet de la dite structure. La ACT rappelle en outre que les articles 223 et 224 de la loi numéro 2015-07 du 20 mars 2015 portant Code de l'information et de la communication en République du Bénin disposent que la responsabilité d'une publicité mensongère incombe à la fois à l'annonceur et au diffuseur. Lorsque le contrevenant est une personne morale, la responsabilité pénale est engagée à l'encontre de ses dirigeants. De plus, le diffuseur encourt les mêmes sanctions que l'annonceur. Cette complicité est réprimée conformément au droit commun sans préjudice des sanctions prévues par la convention signée avec la ACT. La Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication compte sur la bonne foi, la responsabilité professionnelle et la vigilance des promoteurs des organes de presse et ceux des régies publicitaires pour le respect strict des dispositions légales et réglementaires ci-dessus rappelées. A signé ce communiqué, le secrétaire général de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, François Aoudou. On parle éducation dans cette édition à compter du lundi 25 août au mercredi 3 septembre 2025. La plateforme de recueil des choix de filières est ouverte aux nouveaux bacheliers. Dans le cadre de leur sélection et classement dans les universités publiques, les nouveaux bacheliers sont invités au choix de leur filière sur le https://après monbac.bj. Selon un communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, cette première phase de recueil des choix de filière est réservée aux bacheliers de 2025, titulaires d'un baccalauréat classique, notamment des séries A1, A2, B, C, D, E, EA, F1, F2, F3, F4, G1, G2, G et G3. Les nouveaux bacheliers sont invités à bien s'approprier le guide d'orientation mis à leur disposition afin de faire des choix judicieux. On poursuit cette édition. Le Bénin a accordé la nationalité béninoise à la star du basketball américain, Cameron Taylor, évoluant à Valence Basket. Accueilli jeudi soir à Cotonou, Cameron Taylor a reçu son certificat de nationalité béninoise. C'est l'une des plus beaux jours de ma vie. Je rejoins le pays de mes ancêtres, a déclaré le basketteur américain lors de la réception de son certificat de nationalité. La cérémonie s'est déroulée en présence du président de la Fédération béninoise de basketball, Dr Ismail Onifade. Lors de son allocution, la star du basketball américain a promis contribuer activement au développement du basketball béninois. Pour rappel, le gouvernement béninois a lancé la plateforme en ligne My Afro Origin pour faciliter les démarches de reconnaissance. Cette plateforme est accessible à toute la diaspora.
Dans un autre registre, on parle justice à présent. Un militaire abandonne son poste à cause des dettes acculées et se retrouve devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Le soldat des forces armées béninoises est poursuivi par le parquet spécial pour des faits de désertion et abus de confiance. Selon l'accusation, le militaire a contracté un prêt dans une institution financière décentralisée. D'après les chiffres évoqués lors des débats, le montant du prêt est de 4 250 000 francs CFA. À l'échéance, le militaire n'a pas payé son solde. Le prévenu avait également des antécédents avec son collègue qui a contribué à son arrestation. Le collègue militaire qui se présente comme une victime du prévenu s'est constitué partie civile au procès. Il a expliqué que le mis en cause lui doit également plus de 10 millions de francs CFA. Convoqué à la barre, le prévenu n'a pas reconnu l'infraction de désertion qui lui est reprochée. Il a expliqué que son absence au poste est justifiée par une autorisation de son supérieur hiérarchique. Concernant les accusations de son frais d'armes, le prévenu n'a reconnu que 1,1 million de francs CFA sur les 10 325 000 francs CFA. C'est le montant qu'il a reconnu avoir pris chez son collègue. À la suite de sa déposition, la Cour a décidé de convoquer le supérieur hiérarchique pour l'écouter sur les déclarations du prévenu en rapport avec la permission. On parle religion à présent. En islam, le deuil est une période de tristesse et de recueillement après le décès d'un proche. Il se manifeste par des pratiques spécifiques et des recommandations visant à exprimer la douleur, renforcer la foi et soutenir la famille en deuil. Quelles sont les étapes à suivre après un décès et comment surmonter le deuil dans la religion musulmane? Élément de réponse avec l'islamologue et professeur de la langue arabe, El Hadj Bassirou Lassisi, et s'exprime au micro de Nansérine Fatoumbi et Francis Ola Farami. L'islam, une religion dans sa nature qui est complète, qui a abordé tous les aspects de la vie. Et l'un de ces aspects aujourd'hui, c'est le deuil. Le deuil en islam, c'est un moment de tristesse. Lorsque le musulman est décédé, selon la compréhension et la pratique islamique, lorsque nous avons eu une confirmation que ce dernier est parti définitivement et qu'il n'y a plus d'autre solution, l'enterrement doit être programmé immédiatement, car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragé de vite enterrer nos morts. Il y a là une pensée islamique derrière tout cela, parce que lorsque le musulman est décédé et que son corps est toujours dans le monde des vivants et qu'il est là que l'esprit se promène toujours dans ce monde, c'est déjà une chose qui n'est pas bien appréciée par l'islam. Lorsque nous avons eu la confirmation qu'il est décédé, alors nous l'enterrons immédiatement. C'est pourquoi nous remarquons chez tous les musulmans que lorsque le musulman est décédé, dans quelques heures après, c'est déjà terminé, il est parti à jamais. Les moments que nous vivons après le décès, c'est compris en islam comme un moment de deuil. C'est un moment de tristesse, un moment où les proches et les parents vont avoir de quelques malheurs, peut-être le dire d'une manière, pleurer leur proche qui est parti. Et ce moment de deuil en islam varie de la situation ou bien de la personne, c'est-à-dire si c'est un proche, généralement ce moment de deuil ne dépasse que 3 jours. Après 3 jours, toutes les activités doivent être reprises. Oh, mais si c'est un mari qui est décédé, alors la femme doit passer 4 mois et 10 jours. Tous ces moments, ce sont des moments de tristesse et que certaines pratiques sont permises et d'autres sont interdites. Donc, pour nous dire que le deuil en islam, généralement, c'est un moment de tristesse, un moment où le musulman a toujours le cœur un peu brisé pour le départ de son proche.
Le monde du sport béninois est en deuil depuis mardi dernier. L'attaquant international Razak Omotoyossi, figure emblématique du football national, s'est éteint. Son départ laisse une immense tristesse chez les amoureux du Curon, tant son nom reste gravé dans l'histoire nationale que internationale. Face à cette perte, l'analyste sportif Issa Amadou et président de l'USPB réagit et lance par la même occasion un appel aux acteurs du sport. Suivons-le ici au micro de Romaric Djessougoubeno. Lorsqu'on est journaliste, reporter sportif et qu'on a eu la chance de retransmettre des matchs, et dans ces matchs-là, il y a eu certains joueurs dont on a retransmis en direct leurs exploits, on va dire, leur capacité à apporter un plus au football béninois. Je pense qu'on ne peut que être triste parce que, comme je l'ai dit, Razak Omotoyossi, au Mongol, comme on l'a surnommé, c'est un joueur que j'ai eu particulièrement à côtoyer, déjà avec l'équipe nationale U20, notamment avant même 2005, lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Avant 2005, c'est un joueur avec qui j'ai eu beaucoup à échanger, que j'ai connu justement avec l'équipe nationale, un peu avec la JSP aussi, à travers le championnat national. Voilà, sa disparition vient créer un vide forcément donc autour de nous, parce que parfois, vous savez, rien qu'à se rappeler de lui, on a quand même certaines expressions, on a quand même certaines inspirations qui nous viennent, parce que Razak Omotoyossi a été quand même l'un des grands attaquants et l'un des grands buteurs que l'équipe nationale n'ait jamais eu. Je pense que nous continuons de le dire à raison, que jusqu'à maintenant, le Bénin n'a pas encore un avant-centre de la trempe de Razak Omotoyossi. Il est un avant-centre typique, unique, j'allais dire, un vrai buteur, un opportuniste dans n'importe quelle défense adverse. Et je pense qu'avec naturellement ses talents, il a accompli de nobles missions pour le football béninois. C'est vraiment triste et que Dieu le Tout-Puissant l'accueille dans son royaume, que Dieu, on va dire, l'accepte dans son royaume et que la terre lui soit légère et que les anges, justement, l'accompagnent aussi. Mais il faut dire que cela repose un peu le débat. Cela refait surface, on va dire, cela amène à la surface le débat éternel qu'on a l'habitude de faire, nous, en tant que reporters sportifs. C'est, on va dire, la gestion de carrière et de vie des anciens footballeurs. Allons-y savoir de quoi Razak Omotoyossi est mort. Oui, on dira Dieu a donné, Dieu a rappelé. Mais il y a un mais. Aujourd'hui, ceux-là qui l'ont côtoyé un peu avant sa mort peuvent réellement vous parler. Quelle a été la vie de Razak Omotoyossi? Comment est-il décédé? Dans quelle situation est-il décédé? Dans quelles conditions est-il décédé? Est-ce que nous allons toujours continuer à ignorer nos anciennes stars, nos anciens sportifs qui ont quand même accompli de nobles missions pour le pays, mais on est prêt derrière à pleurnicher, à venir lire les gros discours dithyrambiques, à venir sortir des qualificatifs, alors que avant leur mort, quand ils ont besoin de nous, on aurait pu agir pour les sauver, agir pour tenter de les sauver, agir pour leur venir en aide, parce que je sais de quoi je parle. Razak Omotoyossi n'a pas eu la vie facile après sa carrière footballistique. Est-ce qu'il a été réellement aidé? Est-ce qu'il a été réellement aimé? Est-ce qu'on a tenté de lui apporter quand même d'aide pour qu'il puisse continuer à espérer? Toute l'interrogation, elle est là. Et je sais de quoi je parle. Je pense qu'au niveau de nos structures dirigeantes du sport et du football en particulier, il faut que nous pensions à la vie de nos anciens footballeurs. C'est très important. Il ne sert absolument à rien de commencer par pleurer quand on apprend leur mort. Mais la question, elle est là. Qu'est-ce que nous devons faire pour ces anciens sportifs-là qui n'ont pas peut-être eu la chance d'emmagasiner des milliards dans leurs comptes? Après, il faut les venir en aide. Il faut les recaser. Il faut leur trouver des structures. Quand vous voyez dans certains pays, mais les anciens footballeurs sont où? Ils sont dans les encadrements techniques de l'équipe nationale senior, des U20, des U17, même au niveau des hommes, ou bien ils sont à la fédération. On arrive toujours à leur trouver un poste pour qu'ils puissent continuer justement à parler football et qu'ils puissent quand même continuer à gagner un peu leur vie pour qu'ils ne végètent pas dans la misère. Donc, est-ce qu'au Bénin, nous le faisons? Est-ce que nous avons cette politique-là? La question, elle est là. Et ma foi, la réponse est non. Si c'est non, alors corrigeons le tir.
Je l'annonçais au sommaire de cette édition. À l'issue du Conseil des ministres du mercredi 2 juillet 2025, le gouvernement béninois a annoncé la reconstruction du stade René Pleven de Cotonou. À cet effet, plusieurs travaux ont démarré sur le site. Anaël Vianedou est allé faire le constat. Voici son compte rendu. Le stade René Pleven d'Akpakpa n'est désormais que vieux souvenir. Dans l'une de ces décisions prises en Conseil des ministres le 2 juillet 2025, le gouvernement a annoncé la reconstruction de ce stade qui fait partie des plus anciens du Bénin. Selon le gouvernement, la reconstruction du stade René Pleven entre dans le cadre de la mise en œuvre de plusieurs projets d'infrastructures sportives modernes adaptés pour la pratique du sport, tant au niveau amateur que professionnel, en particulier chez les jeunes. Ce qui était comme un rêve est désormais une réalité. Aujourd'hui, plus de briques n'est sur un autre de l'ancien René Pleven. En lieu et place, le gouvernement a annoncé un terrain en gazon synthétique de 45 mm de qualité FIFA, qualité pro. Le terrain d'entraînement sera reconstruit en terre. Les terrains de handball, de basketball, de volleyball et de tennis seront tous réaménagés avec un revêtement du sol sportif en polyuréthane. Le projet de reconstruction du stade René Pleven prend également en compte les tribunes, clôtures et guérites, bâtiments connexes, canopées et lettrages, piscines, VRD, aménagements paysagers, châteaux d'eau et forages. Le gouvernement a informé que les diligences appropriées devront être accomplies par les ministres impliqués en vue de la signature du contrat de marché entre l'entreprise retenue et du suivi des travaux à réaliser dans les délais prescrits. Avec ce qui est du stade aujourd'hui, on peut supposer que le gouvernement du président Patrice Talon met tout en œuvre pour offrir aux Béninois la meilleure infrastructure sportive. On parle toujours sport. Les graines olympiques de la Fédération béninoise de boxe ont rencontré Meriga Sirikou Salou, l'un des pionniers du noble art béninois. C'était ce jeudi 21 août 2025 à son domicile au quartier Vaudjé à Cotonou. Reportage signé comme Lancantin Amosso. Les graines olympiques de la Fédération béninoise de boxe à la rencontre d'une icône, d'une ancienne gloire du noble art béninois. Espoir d'un nouveau départ de la boxe, ils viennent recevoir les bénédictions de Meriga Sirikou Salou, le premier boxeur à défendre les couleurs du Bénin aux Jeux olympiques de Munich en 1972, dans la catégorie mi-mouche, moins de 48 kg, aux côtés du feu Léopold Agbazo. Ça fait beaucoup plaisir d'avoir des enfants derrière moi comme ça. Je suis très content. Je les avais tous bénis, tous. Je leur souhaite bonne chance, bonne continuation. Figure emblématique de la boxe dans les années 70, Meriga Sirikou Salou, du haut de ses 82 ans, a été capitaine de la sélection nationale. Champion d'Afrique, il a livré plusieurs combats, aussi bien dans la sous-région que sur le continent et en Europe. Entre histoire et avenir, les jeunes boxeurs ont tissé le lien entre générations pour relever le défi des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Nous sommes venus lui confier les enfants. Les enfants se sont confiés à Papa Meriga et ont obtenu ces bénédictions pour faire exactement ce qu'il allait faire. Je peux dire au nom du Bénin, au nom du Dahomey à l'époque, pour que ces enfants-là relèvent le Bénin au Sénégal et pourquoi pas à Brisbane en 2032. Vous voyez, nous sommes sur ce chemin-là parce que tout ne se passe pas sur le ring, tout ne se passe pas à l'entraînement, tout ne se passe pas ou bien tout ne s'arrête pas. N'est-ce pas, au niveau des regroupements, il faut aussi chercher les bénédictions des personnes averties. À travers cette rencontre, la Fédération béninoise de boxe rend hommage à l'un des pionniers du noble art béninois.
Hors de nos frontières à présent, nouveau coup de sifflet contre les cybercriminels sur le continent africain. Dans un communiqué diffusé ce vendredi 22 août 2025, Interpol annonce que les forces de l'ordre d'une dizaine de pays africains ont démantelé d'importants réseaux de cybercriminalité et de fraude. Selon un rapport publié en juin par l'Organisation internationale, la cybercriminalité représente plus de 30% des crimes signalés en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Cette vaste opération transfrontalière a permis de récupérer près de 97,4 millions de dollars et a conduit à l'arrestation de 1209 personnes. Baptisée Serengeti 2.0, l'opération s'est déroulée de juin à août 2025. Elle a mobilisé des enquêteurs de 18 pays africains ainsi que du Royaume-Uni. Parmi les faits saillants, l'arrestation en Angola de 60 ressortissants chinois travaillant dans des fermes de minage, lesquelles installations validaient des transactions pour générer illégalement de la crypto-monnaie. La descente a permis de saisir 45 mini-centrales électriques illégales et du matériel informatique estimé à 37 millions de dollars. En Zambie, les autorités ont mis fin à un vaste réseau de fraude à l'investissement. Les escrocs incitaient leurs victimes à investir dans la crypto-monnaie via de fausses campagnes publicitaires. Les liens et applications envoyés servaient ensuite à dérober leurs informations personnelles. Selon Interpol, 65 000 victimes auraient perdu au total 300 millions de dollars. Pour rappel, en mars 2025, les forces de l'ordre de 7 pays africains avaient arrêté 306 suspects lors de l'opération Red Card qui ciblait diverses formes de piratage informatique et téléphonique. Direction la République démocratique du Congo, des négociations sont en cours depuis ce mercredi entre les délégations du gouvernement congolais et le groupe AFC M23 à Doha, au Qatar. Ces assises visent à s'assurer de la mise en œuvre intégrale de la déclaration de principe signée à Doha le 19 juillet dernier. Selon une source, l'objectif de ces assises est de parvenir à un accord de paix global et durable. Si les discussions progressent, l'AFC M23 pourra élargir sa délégation ou actualiser son mandat. Pour l'heure, un projet d'accord préparé par la médiation est déjà sur la table. Et pour finir, l'Organisation des Nations Unies a officiellement déclaré ce vendredi 22 août 2025 la famine dans le gouvernorat de Gaza. Une famine après que ces experts ont averti que 500 000 personnes se trouvaient dans un état catastrophique. Mais Israël rejette ce rapport qu'il considère comme biaisé, fondé sur les mensonges du Hamas. Des experts affirment que cette famine devrait s'étendre au gouvernorat de Deir el-Bala et Khan Younes d'ici fin septembre. Il n'y a pas de famine à Gaza, a au contraire affirmé vendredi Israël en rejetant catégoriquement un rapport international arrivant à la conclusion inverse, dépeignant cette étude comme partiale et reposant sur les mensonges du Hamas. Tout en disant vouloir négocier un accord de cessez-le-feu et de libération des otages à Gaza, Israël, qui contrôle aujourd'hui environ 75% du territoire palestinien, estime sa pression militaire. Le gouvernement a ainsi approuvé cette semaine un plan d'assaut contre Gazaville, la plus grande du territoire, et annoncé le rappel de 60 000 réservistes supplémentaires. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Excellente soirée et très bon week-end à toutes et à tous.